Bonjour à tout le monde, bonjour aux lectrices et lecteurs de Pharaon, de Programmer plutôt, parce qu'on a X casquettes effectivement dans la société. Donc aujourd'hui, je vous rassure, on est bien à la rédaction de Programmer et on va parler un petit peu de Flutter. Alors Flutter, si vous ne connaissez pas encore, c'est la grande technologie multiplateforme de Google qui permet de faire du codage, des projets cross-platform, que ce soit côté mobile, que ce soit côté web et desktop. Et on va parler d'un projet qui est plus que bien avancé aujourd'hui et qui est lié au développement de la SNCF. Merci de nous rejoindre. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Donc Christophe Rochefol, directeur des opérations tech de SNCF Connect en tech, et principalement justement sur les applications mobiles SNCF Connect, le site web et toute la plateforme qui est derrière. Et surtout l'ensemble des équipes de développement qui construisent au quotidien, ils font évoluer cette plateforme et l'opèrent. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, en parlant de Flutter, parce que vous êtes passé effectivement à Flutter il y a quelques mois maintenant. En fait, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le pourquoi du comment de Flutter et comment le choix s'est fait et quels étaient un petit peu les technos de départ? Bien sûr. Alors, effectivement, si on remonte à quelques années avant le passage sur SNCF Connect, on était comme beaucoup de sociétés à vouloir faire ce qu'on appelle du mobile first. Parce qu'on est quand même dans des années où tout le monde a plutôt dans sa poche ses apps qu'au bureau pour commander ses billets de train, mais où en règle générale, il se passait quelques semaines, voire quelques mois avant que l'information, les mêmes fonctionnalités arrivent sur le mobile. Donc au moment où on a lancé le projet qui a abouti il y a un an déjà, SNCF Connect, on a réfléchi à comment changer nos pratiques, comment faire évoluer pour être plus rapide sur le mobile, voire arriver en même temps que le web. Ça, c'était un des points de départ. Et le deuxième point de départ, c'était de se dire, il y a des technologies hybrides depuis de nombreuses années. Est-ce qu'au moment où on repense complètement nos applications, est-ce qu'il y en a une qui ne serait pas prête pour pouvoir avoir la même expérience à la fois sur Android et sur iOS? Donc, on a étudié plusieurs technologies et en fait, Flutter, en l'espace de quelques semaines, a produit des résultats à la hauteur de nos espérances, c'est-à-dire une vraie expérience similaire entre le web et le mobile, et surtout entre iOS et Android, tout en ayant des niveaux de performance intéressantes et une expérience utilisateur proche du natif, puisque c'est du natif qui est généré. Donc, c'était sans discussion aucune, en fait, dans les premières semaines, on a été assez convaincus que Flutter était la bonne réponse à notre problématique de pouvoir proposer la même interface à nos clients. D'accord. Alors, pourtant, dans la proposition actuelle autour du cross-platform et notamment mobile, Flutter, c'est pas le seul. Il y a d'autres technos. Bon, je pense effectivement à la technologie Xamarin, qui porte maintenant notre nom. Donc là, on est plus dans un contexte .NET et C#, alors que Flutter, je rappelle, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est basé sur le langage Dart. Est-ce que, en fait, est-ce que vous pouvez nous donner quelques critères qui ont fait que Flutter vous apparaissait vraiment le plus apte à remplir sa mission? En tout cas, il est plus apte pour nous. Et ça, c'est assez important. D'accord. Il faut regarder dans son propre contexte. Dans une Mmh. application grand public aussi utilisée que la nôtre, avec notre historique, c'est-à-dire on avait des développeurs iOS, des développeurs Android, mais on avait aussi des développeurs back qui avaient fait du Dart. Donc ça joue aussi. Et en fait, c'est ce qui était Ouais, assez ouais, intéressant, c'est de se rendre compte que ouais. toute cette Ça aide beaucoup, population, ça, effectivement. voilà, mais toute Ouais. cette population en fait est passée globalement assez rapidement. En fait, la marche à franchir pour pouvoir faire du Flutter est globalement assez faible. Mmh. Et même au-delà de ça, si je pose la question aujourd'hui à un développeur iOS, et on connaît que c'est une population qui est très engagée auprès d'une certaine marque, ils ont plus envie de revenir en arrière. En fait, ils sont très contents d'être passés à Flutter et des résultats obtenus. Mmh. D'accord. Alors, comme dans tout projet cross-platform, que ce soit Flutter ou pas Flutter, donc il n'est jamais anodin de rappeler qu'une architecture comme ça est quand même relativement particulière parce que il faut quand même qu'on découpe la partie interface et tout le code fonctionnel.
est-ce que ça a posé problème de réarchitecturer un petit peu la structure de l'application, de bien découper les interfaces parce qu'on sait que sous Flutter, l'interface n'est pas toujours facile à gérer. Est-ce que c'est un point qui vous a posé problème? En fait, c'est pas tant Flutter qui nous a fait poser cette question que c'est la question du faire du web et du mobile au même moment en permanence. Et donc, on Mm. a fait ce qu'on appelle un BFF, un Back for Front, qui nous permet justement de servir aussi bien notre front React que nos applis en Flutter. Et c'est cette réflexion-là en fait qui nous a permis de Mm. faciliter aussi le fait que ça ne soit pas une difficulté particulière en termes d'architecturation pour Flutter proprement dit. C'est vraiment cette idée, on veut être prêt et encore une fois, on délivre toutes les semaines une nouvelle version. On s'en rend peut-être pas compte, mais toutes les semaines une nouvelle version de SNCF Connect en production Mhm. et qui est aussi bien sur le web que sur les applis Android et iOS Mm. disponibles pour nos clients. D'accord. Et ça, Flutter, ça vous a aidé? Ah, bah, clairement, parce que déjà, ne serait-ce que ne faire qu'une seule fois l'application, que ce soit pour l'ensemble des sites mobiles, mais aussi c'est pour nous le framework qui avec une vraie performance native, qui était abordable, qui Mm. permettait d'être en gros à faire plus de fonctionnalités avec moins de code, parce qu'au mieux de le faire 2 fois, et on ne le faisait plus qu'une fois. D'accord. Qu'est-ce qui a posé le plus de problèmes dans ce projet? Parce que je présume qu'il a fallu quand même réécrire énormément de choses, il a fallu refaire les interfaces. Est-ce qu'il y a des points précis qui ont vraiment posé problème plus que d'autres? Alors oui, alors la réécriture n'était pas liée probablement dit à Flutter, hein, c'était vraiment l'objectif puisqu'on partait de 2 applications, l'assistant d'un côté, avec une optique d'itinéraire et de courte distance et USNCF qui avait une optique plutôt de longue distance, billets de Mm. train, TER. Donc on avait un vrai besoin de repenser et notre interface et nos applications. Donc ça, c'était plutôt ça qui nous a motivés pour le fait de réécrire. Non, les problématiques ont été quand même précurseurs, parce que je pense que en France notamment, on est quand même une des plus grosses applications. On a près de 150 écrans différents qui ont été portés sous Flutter, donc c'est pas anodin. Et en étant précurseur, en fait, nos partenaires, notamment des partenaires pour gérer du consentement, pour gérer, on a besoin de SDK à l'intérieur pour pouvoir gérer un certain nombre de sujets. Et nos partenaires, ils ont dû construire avec nous leur SDK en Flutter pour pouvoir être intégrés. Donc ça, Mm. c'était la première difficulté, premièrement, c'est qu'on Mm. avait le moins anticipé, qu'il a fallu travailler parce que on ne construit pas une application aujourd'hui. Je pense qu'il y a assez peu d'applications dans le monde qu'on construit tout seul en toute autonomie et qui ne dépendent de personne. On dépend de partenaires qu'il a fallu accompagner, mais qui aujourd'hui on fait ce pas aussi et je pense que ça va contribuer au développement de Flutter en France et ailleurs. Mm. Euh, Ensuite, même si la performance est clairement d'un très bon niveau, on n'est pas complètement satisfait nous aujourd'hui de la performance de Flutter et sur les versions mobiles en termes natifs, mais c'est quelque chose parce que on est encore une fois précurseur et on discute avec les équipes produits de Google Flutter pour échanger sur les frames, sur la façon dont on sait gérer, faire nos feedbacks et leur dire voilà là où ça nous pose problème et contribuer à faire évoluer Flutter. Mm. D'accord. Et je présume que comme en plus les plateformes mobiles sont mises à jour tous les ans avec des grosses versions, et que Flutter aussi évolue assez régulièrement avec de nouvelles versions. Donc là, vous avez double ou triple contrainte, c'est que parfois on vous laisse pas vraiment le choix. Il faut migrer vers des versions plus récentes. Il y a les fonctionnalités qui arrivent, d'autres qui vont être sorties des plateformes. Donc je présume que ça c'est pas très simple effectivement à gérer pour vos équipes. C'est pas toujours simple, mais après, dans les pratiques, notamment en termes de cybersécurité, maintenir les dernières versions est assez essentiel. Et je pense que Mm. ça n'échappera pas à vos éditeurs et à vos lecteurs que les sujets de cybersécurité sont omniprésents dans notre activité. Et c'est plutôt une bonne chose d'avoir un composant, un framework qui est vivant et qui évolue en permanence, parce qu'il reste aussi, en termes de cybersécurité, à niveau. Mm.
Et effectivement, ça fait partie de nos roadmaps, de contenir, faire évoluer les versions qui sont sous-jacentes Mm. pour éviter d'avoir trop de Mm. retard. En fait, il vaut mieux Ouais. rattraper des micro-versions que de le faire une fois tous les 3 ans et que ce soit un gros projet aussi. Alors, c'est vrai que Flutter, comme on l'a dit au début, donc est basé sur Dart, donc c'est un des langages de Google, effectivement, avec Go. Alors, Dart n'a pas toujours la réputation d'être facile d'accès parfois. Est-ce que la mise à niveau de vos développeurs, alors vous nous aviez dit qu'un certain nombre étaient déjà d'artistes parce qu'ils codaient déjà, voilà. Enfin, oui, il y a drôle de mots, mais bon, je l'invente un petit peu Mais comme les ça, on va dire. développeurs sont des artistes, de toute façon. Ouais. Est-ce que, voilà, donc ceux qui sont déjà habitués, bon, effectivement, à Dart, bon, ça, ils connaissaient, mais alors ceux qui étaient habitués à Swift, à Java ou même, effectivement, à Kotlin, je présume que le gap n'a pas forcément été le plus simple à passer, si? En fait, c'est même le contraire, en fait. C'est ce que je disais, c'est que moi, aujourd'hui, quand je discute avec les développeurs, ils n'ont pas, ils ont pas envie de revenir en arrière, et c'est un des facteurs quand on va en conférence, parce que comme on est encore une fois précurseur, on nous invite à plusieurs conférences, que ce soit, il n'y a pas très longtemps, on était à Nairobi, à Flutter Forward, on invite à Turin pour aller en parler à Flutter Heroes, enfin, on en parle régulièrement, et un des points qui est mis en avant par mes équipes, par les personnes qui vont présenter ce sujet-là, c'est la facilité en fait à laquelle on a pu monter sur ces sujets-là, y compris sur Dart. C'était le terme qu'utilisé était abordable et rapide. D'accord. Alors, on sait aussi que l'écosystème des outils n'est pas le même. Et je pense effectivement à la partie iOS, parce que là, on passe plutôt au niveau d'Xcode. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez au niveau de la toolchain aujourd'hui? Alors on a construit pour l'ensemble de SNCF Connect notre propre CI/CD. Qui est basé, alors on a pour la partie infra, on est beaucoup sur du Terraform, mais autour de ça, je ne vais pas citer toutes les marques, mais Non, mais on est voilà, on est autour de GitLab CI, les principales, on va dire. voilà, c'est ça. Et on a construit vraiment cette capacité à pouvoir livrer toutes les semaines, à ce que chaque dev puisse avoir sa propre branche et simuler son propre environnement. Donc tout ça, c'est en place, et c'est dans notre ADN, en fait, parce qu'on est SNCF Connect Tech existe depuis très longtemps dans le monde de la tech sous différents noms aussi. On a été rebrandé nous aussi. Et notre ADN autour de la CI/CD est pas nouveau. Ça fait depuis les 2011-2012 où on a des frameworks, des CI/CD qui sont opérationnels et qu'on fait évoluer au fur et à mesure des technos avec lesquels on travaille. Donc c'est tellement dans notre culture que ça ne veut pas dire que c'était simple, mais on l'a pensé dès le début. Et encore aujourd'hui, livrer une fois par semaine, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Moi, je veux vraiment passer par exemple à un système où plutôt que livrer quand on peut, à livrer quand on veut. Et ça veut dire, au niveau IDE, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui, essentiellement? IntelliJ. Ah, pardon, je pense qu'on a un petit souci de connexion, pardon. C'est l'environnement pour pouvoir. Excusez-moi, oui, je viens de voir qu'effectivement ma caméra. Ouais. On est en environnement 100% Mac avec IntelliJ, parce qu'en termes de performance, c'est ce qui permet aux équipes de dev de ne pas attendre qu'un build se fasse. On a des différences de plusieurs minutes sur un build, donc on a fait un environnement à peu près le même pour l'ensemble de nos collaborateurs pour être le plus à l'aise et efficace dans l'évolution de nos applis. D'accord. Au niveau des performances, alors vous aviez dit que vous n'étiez pas forcément toujours très très satisfait, mais globalement, vu l'ampleur du projet, je pense que ça a été un procès sensible, aussi bien au niveau front que back, non, à gérer. Complètement. Et je enregistrerai même sur un axe complémentaire. On a travaillé avec une société qui s'appelle Green Spector sur la mesure de la performance et surtout de l'éco-responsabilité pour nous permettre d'avoir. On a obtenu un label argent qui est plutôt
plutôt un très bon niveau, hein, là-dessus. Et ça nous a aidé notamment à mesurer cette performance-là, à mesurer le temps de démarrage, le temps de l'ensemble des services à chacune des étapes, que ce soit un parcours court distance, longue distance, Mhm. à voir là où il y avait des temps de pause, et notamment on s'est rendu compte pendant cette phase-là que les temps où il ne se passait rien, en fait, il se passait beaucoup trop de choses et on consommait Mhm. beaucoup d'énergie. Donc ça nous a permis d'optimiser en fait tout notre parcours par étapes, et cette démarche on la continue aujourd'hui. Donc c'est pas uniquement du test de performance, mais c'est aussi de la sobriété. Mhm. Et c'est assez Ouais. important, et c'est à la fois pour économiser la batterie de nos utilisateurs, mais de manière générale pour la sobriété Mhm. énergétique, c'est plutôt une très bonne chose. Mhm. En fait, on va dire que pour résumer et être très concret au niveau des développeurs, c'est comment mieux optimiser l'usage des ressources, compute, réseau, etc. Exactement. Voilà. Euh, et j'ai perdu ma question que je voulais vous poser. Si, au niveau binaire, est-ce que vous avez une idée un petit peu des gains que vous avez aujourd'hui sur la génération des binaires en termes de compilo, en termes de poids binaire ou même de poids d'assets techniques, ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt pour tirer des enseignements? Alors, vous me posez une colle parce que j'ai pas révisé ce chiffre-là. Alors, de mémoire, parce que c'est notamment dans la démarche avec Green Spector, on avait fait cette mesure du poids des binaires. On a fait un réel gain sur SNCF Connect comparé au précédent. Au précédent, si on additionnait les deux applis. Voilà, parce qu'on a, encore une fois, on a combiné deux applis. Donc, au Oui, tout final, à pour fait. nos utilisateurs, on y gagne. Et je pense que c'est plutôt justement le design système qu'on a mis en place, la façon dont on a repensé les applis et Flutter, c'est l'ensemble qui nous a permis de faire cette Mmh. optimisation. Mmh. D'accord. Alors, je présume que lorsque vous allez passer à Flutter, ce n'est pas pour changer dans 6 mois ou dans un an. Non. Donc, je présume que c'est pour du long terme. Euh, Comment vous gérez ce genre de long terme dans vos projets? Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que vous avez toujours une appréhension que la technologie soit abandonnée par son éditeur Alors ou pas? c'est une réalité, hein. Je Mm. pense que vous êtes comme moi, pas nouveau dans la tech. C'est quelque chose qui arrive, mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'en parle, qu'on est présent dans la French Tech pour en parler, et même à travers le monde, c'est qu'on veut contribuer à la diffusion d'une technologie auquel on croit, en laquelle on a investi, et qui a de réels apports. Voilà, on a une appli qui fait 1 milliard de visites en 2022. Si notre appli peut être fait en Flutter pour le faire, je pense qu'elle peut servir à d'autres applications. Et c'est à travers des conférences, mais aussi en parlant à des échanges avec d'autres entreprises qu'on rencontre régulièrement pour partager cette expérience et développer la communauté Flutter. Par exemple, moi je suis assez content qu'on a démarré 2023 avec le retour du Flutter Meetup Paris, qui avait été arrêté en 2020. Voilà. Bon, je crois qu'il y a eu une pandémie entre deux Oui, qui ne oui, permettait pas de à ce faire qui des paraît. À ce qui paraît. voilà, qui ne permettait pas de se revoir. Donc là, en présentiel, on a accueilli chez nous la communauté Flutter Paris pour parler de sujets assez passionnants autour des tests sous Flutter Mm. et autour justement de tout ce qui va être génération et performance graphique et des évolutions qui sont en cours. Donc Mm. c'est aussi un des moyens de s'assurer que Flutter reste visible et développer la communauté Flutter avec, avec Google. Mm. Après, je pense on n'est pas on est en France, je pense vraiment qu'on est la plus grosse application, mais dans le monde, il y a d'autres utilisateurs, Google les premiers et d'autres sociétés. Mm. Mais c'est un vrai risque Ouais. qu'on ne peut jamais complètement faire Oui, disparaître. oui, tout à fait. Alors, si je prends l'exemple de Kotlin, bon, on sait que une des parties sensibles aujourd'hui de Kotlin, c'est comment on gère les dépendances en fait, internes. Parce que Kotlin, il y a énormément de dépendances à gérer. Est-ce que, en passant à Flutter, vous avez dû revoir vos politiques de dépendance, comment gérer les dépendances, mais les packages liés à Flutter? Ces sujets de dépendance, alors c'était Kotlin, c'était Java, je pense à peu près tous les langages. On a notre propre référentiel interne basé sur
connaissez Artfactory, typiquement, qui est notre source. Et c'est pareil, c'est dans notre ADN, en fait, c'est comme la CICD, on s'est industrialisé sur ces pratiques depuis longtemps. Donc, en fait, on a mis en place, je ne vais pas dire jour 1, mais presque, ce qu'il fallait pour que ça ne soit pas un sujet. D'accord. Est-ce que, alors, aujourd'hui, on sait que dans certains langages, enfin même dans beaucoup de langages, mais de framework, on parle de version mineure, on parle de version long support. Est-ce que c'est un élément sur lequel vous avez été sensible? On l'est toujours. On essaye de, encore une fois, ne serait-ce que pour des raisons de cybersécurité, de suivre au plus proche les versions, et de faire des micros. Je suis assez partant pour faire plutôt des micro-incréments que de faire toujours des très gros incréments. Mais on sait aussi que ce type de changement mérite des campagnes de test beaucoup plus poussées, parce que quand on rajoute une évolution sur un sujet qu'on maîtrise, on sait très très bien cerner les tests à faire. Quand on change un framework qui potentiellement peut avoir des impacts, y compris dans des endroits qu'on a moins prévus, il faut avoir une très grande confiance dans nos campagnes de test. Donc ça tombe bien, c'est le cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un sujet qu'on fait tous les jours, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à développer pour pouvoir le faire encore plus sereinement. D'accord. Alors, je présume aussi que, comme tout projet d'importance, vous avez une roadmap interne qui présente les évolutions, les releases déjà programmées sur quoi? Sur 6 mois, 12 mois ou 18 mois? On est en ce qu'on appelle en 3-6-9, c'est-à-dire on sait à peu près, on sait précisément ce que l'on va délivrer dans les 3 prochains mois. On a la liste des priorités des 6 prochains mois, et on a une idée des sujets pendant 9 mois. D'accord. Comme ça. Et régulièrement, on va présenter au Codière à l'ensemble des parties prenantes ces évolutions, ces potentiels pour nous aider à prioriser. Et on enchaîne, on est en train de le préparer d'ailleurs dans 2 semaines, ce qu'on appelle un release planning day à partir des priorités, comment on met à jour la roadmap, et on travaille notamment sur des dépendances intersujets, parce que derrière une application et les composants qui sont derrière, il y a souvent des briques techniques que tout le monde veut bouger en même temps. Aujourd'hui, ça représente combien de développeurs aujourd'hui, un tel projet en interne? Alors aujourd'hui, c'est 28 équipes qui travaillent sur. Alors 28 équipes, j'ai des équipes qui vont travailler plus précisément sur la CI/CD, et des équipes qui vont travailler plus sur la data, des équipes qui vont travailler sur les évolutions, on va dire back, fournir de nouveaux services, et une grosse partie autour de rajouter des fonctionnalités dans SNCF Connect, rajouter des nouvelles possibilités, comme on a lancé il y a quelques jours Airweb, qui permet, avec Airweb, notre partenaire, la possibilité de réserver des tickets de bus dans 22 villes en France, et des nouvelles offres de manière générale qu'on ajoute régulièrement dans SNCF Connect. D'accord. Donc c'est quoi? C'est 200 à 300 personnes en tout, au minimum? C'est ça, voilà, c'est 28 pizza team, comme on dit. Alors, ce sera sans doute ma dernière question. Cette application a été refondue en combien de temps? Alors, si on prend le jour 0, on va dire, c'est 15 mois. En fait, mais il y a eu quand même une grosse première partie qui était en train de faire le prototype, que ce soit avec Flutter, avec tout ce qu'on voulait faire, imaginer les interfaces, imaginer le design system, et après il y a un ramp-up pour arriver aux 200 développeurs et l'ensemble des équipes autour, tel que c'est aujourd'hui. Donc c'est 15 mois à peu près. Alors, ce qui est finalement relativement rapide pour un tel projet. Tout à fait, c'était un sacré défi, un sacré enjeu, et choisir justement à la fois de faire cette refonte, d'aller chercher 2 applications qui étaient cœur avec l'ensemble de leurs fonctionnalités, trouver une interface qui permette de les unifier et de proposer, au-delà des services que proposer plus de services demain, se préparer à demain, changement technologique, passer sur le cloud. C'était un sacré défi qui aujourd'hui est utilisé au quotidien par quasiment tous les Français. Si je reprends des chiffres, 190 millions de billets vendus en 2022.
c'est énorme. C'est l'équivalent de 6,5 stades de France remplis chaque jour. C'est pour moi, c'est une des mesures de succès, c'est que malgré la rapidité, c'est une application qui définit aujourd'hui, rend le service et répond à nos besoins diversifiés, que ce soit sur des usages de recherche d'itinéraires, des recherches de voyage et de préparation. Donc c'est un sacré défi qui a été relevé par l'ensemble des équipes et on peut en être fier. Christophe, un grand merci à vous. J'espère en tout cas que ce petit Rex vous a plu et voilà. Et en tout cas, ça montre que Flutter est suffisamment mature aujourd'hui pour être utilisé dans ce genre de projet extrêmement lourd et extrêmement exigeant au niveau des perfs et du code technique. Tout à fait. Encore une fois, un grand merci à vous. Donc, je rappelle que cette vidéo est aussi disponible en podcast, évidemment, sur les différentes plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube pour la partie vidéo. Merci encore et à très bientôt. Merci.